Je vais présenter aujourd'hui l'ouvrage Ligne de résistance, publié en 1999 par Fabien Eboussi Boulaga, qui est un philosophe camerounais né en 1934 au Cameroun et qui a enseigné la philosophie et mené pas mal de projets de recherche en philosophie. Il a écrit notamment La crise du Muntu et Christianisme sans fétiche, pour ne citer que cela. Cet ouvrage, Ligne de résistance, est un ensemble, est un recueil d'articles publiés dans les journaux, dans les revues et présentés lors des conférences et rencontres de 1991 à 1997, c'est-à-dire au lendemain du retour au multipartisme. Et l'auteur se demande ce qui est arrivé au Cameroun en particulier, en Afrique en général, pour que les gens soient dans une sorte de désastre matériel et moral assez avancé. Et il émet une hypothèse, c'est que le mal africain se situe ou peut s'expliquer par l'absence de pensée, la carence de pensée. Et tout au long du texte, donc, il va montrer comment ces désastres se manifestent et quelles sont les voies pour sortir du désastre. La première partie porte sur intellectuel et éducation. Et dans cette partie, il présente les types d'intellectuels qu'on rencontre en Afrique et comment est-ce que l'éducation, notamment, il évoque le cas des syndicats, comment l'éducation se porte et comment les syndicats peuvent continuer de résister pour pouvoir faire valoir les droits à l'éducation, les droits à l'intégrité, etc. Et on constate donc qu'il y a deux types d'intellectuels, des intellectuels ventriloques, ceux-là qui réfléchissent par le ventre, et donc la peur de ne pas manger ou de ne plus manger motive essentiellement les publications, les agis sur la scène publique. De l'autre côté, on a les intellectuels exotiques. Ce sont ces intellectuels-là qui vivent physiquement au Cameroun ou en Afrique, mais sont toujours tournés vers l'extérieur au sens épistémologique, à travers notamment les postulats, les références qu'ils utilisent ou qu'ils mobilisent pour expliquer les situations locales. Et on constate que ces intellectuels ont une posture complaisante vis-à-vis de l'étranger. Ils se disent être en mission pour apporter la modernité aux siens, une modernité qui serait qu'ils auraient cueillie ou qu'ils auraient cueillie à l'extérieur de l'Afrique, vis-à-vis de leurs dont ils n'ont pas de considération, mais vis-à-vis de l'extérieur, ils n'ont pas non plus de sens critique. Et il propose à la fin de cette partie que l'intellectuel authentique doit être un marginal conscient. Ça veut dire quelqu'un qui déjà est détaché de certaines préoccupations qui sont liées au manger et qui n'agit pas uniquement pour cela, qui est en rupture vis-à-vis de ces préoccupations, qui reste un être réel, un être humain. La deuxième partie, contrat social et élection, est une analyse du contrat social au sens, on pourrait dire, philosophique, entre les Camerounais, les citoyens camerounais et leurs gouvernants. Il montre dans cette partie comment progressivement la relation entre les citoyens et les gouvernants
sont devenues de mauvaises relations, des relations de peur, des relations de crise de confiance, parce que notamment les actions qui ont été sollicitées, comme les conférences nationales, comme les conférences de 1959 à la veille des indépendances, n'ont pas été respectées, n'ont pas été mises en œuvre. Cela a créé un climat de crise de confiance. Il analyse également une situation qu'il qualifie de la déchéance camerounaise et qui est composée premièrement de la relation de complicité entre les Camerounais et ceux qui les dirigent. Cette relation de complicité qui peut s'apparenter à une sorte de servitude volontaire dans la mesure où malgré la mauvaise gestion, etc., les Camerounais continuent d'écouter et d'être dévoués à ceux qui les dirigent. Ce qui aboutit évidemment à une sorte de destin funeste qui est fait selon lui d'apathie et plus tard de mort. Le dernier chapitre de cette deuxième partie analyse la Constitution de 1996 et on constate à l'issue de la lecture de ce chapitre que cette Constitution a consacré un pouvoir totémisé et absolu, notamment en ce qui concerne le chef de l'État, et a proclamé des droits fondamentaux qui ne sont pas toujours respectés. En ce qui concerne le pouvoir absolu et totémisé, on constate par exemple que dans cette constitution, le chef de l'État est partout. Il nomme des ministres, il nomme le conseil, les membres du conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il a une main sur tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et parfois même le pouvoir législatif. Donc, et les droits également sont proclamés mais ne sont pas respectés. Cette partie qui concerne le contrat social et les rapports politiques au Cameroun est effectivement suivi d'une troisième partie sur l'économie et société, où les questions de démocratie financière, les questions de privatisation, les questions de salaire, notamment l'information qu'il donne sur le système social camerounais sont abordés. Et on constate de manière globale que la privatisation, les politiques d'ajustement structurel, la démocratie financière permettent de se rendre compte que au lendemain des années 90, avec la crise qui frappe le Cameroun, les politiques publiques en matière de développement, en matière de démocratisation ne sont pas faites pour améliorer la vie, les conditions des Camerounais, mais c'est pour pouvoir être bénéficiaire des programmes d'aide des bailleurs de fonds internationaux, que ce soit les États européens ou le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'autre élément qui est intéressant à observer, c'est l'usage, ou bien c'est le rôle du salaire dans le système social camerounais. Et on constate que le salaire, comme déjà l'a analysé plus tard Achille Mbembe dans de la post-colonie, le salaire est un outil de contrôle. Le salaire a une fonction discriminatoire en termes de consécration de certains acteurs politiques et en termes de déchéance des autres acteurs. La dernière partie qui est une ouverture, il s'agit effectivement ouverture, base et modèle, est en quelque sorte constitué de propositions, parce que tout au long du travail, du texte, on se rend compte qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes, qu'il y a cet état de ce désastre matériel et moral. Et Fabien Boussi-Boulaga fait des propositions qui vont du niveau individuel au niveau collectif. Au niveau individuel, déjà, il estime qu'il est important
il estime qu'il est important que règne la force des principes et non le principe de la force. Ces principes sont liés notamment à l'honneur, à la cohérence, à l'absence de violence, à l'intérêt, la quête de l'intérêt national et la quête de l'intérêt national, la transparence et la mobilisation. Et au niveau des modèles qu'on peut copier en les adaptant au contexte local, il propose par exemple le modèle américain en s'attardant sur la place de la Constitution et du peuple dans la démocratie américaine, en montrant que la Constitution est un outil que le peuple donne à des représentants pour que ceux-ci s'en servent pour gouverner. Et la Constitution, justement, doit pouvoir être définie par le peuple à partir des assemblées régionales. On aurait un modèle différent dans le contexte qui est le nôtre. Cela est évident. Donc, à l'issue de la lecture de cet ouvrage, on se rend compte quand même que les lignes de résistance qui sont proposées par Fabien Boussiboulaga sont d'ordre individuel et d'ordre collectif. Il s'agit non seulement d'ordre individuel et d'ordre collectif. Il s'agit pour les individus de faire en quelque sorte ce qu'il appelle une sorte d'irrédentisme, en sachant qu'effectivement l'esprit est tourné vers la quête du beau et du vrai, et que c'est dans ce sens-là que nous pouvons constituer ce qu'il appelle une communauté historique. L'autre élément, c'est que cette résistance d'ordre moral doit pouvoir aboutir, ou bien doit pouvoir freiner l'état de paupérisation anthropologique qu'il évoque dans l'ouvrage en reprenant le terme en Genève et en l'adaptant, en mobilisant deux autres concepts pour l'expliquer. Il s'agit des concepts de déracinement et de désorientation. Et cette résistance, effectivement, doit pouvoir se constituer, doit pouvoir se déployer après que des groupes sociaux aient résisté. Résister ici signifie pour les syndicats, comme il est évoqué, se mobiliser pour revendiquer leurs droits, etc. À l'issue du livre, donc, on peut être frappé par l'actualité de ce qui est développé. L'actualité dans la mesure où les questions, par exemple, les chapitres par exemple qui portent sur la Constitution et sur le modèle américain, peuvent permettre de comprendre ou bien d'analyser la situation qu'on vit au Cameroun depuis quelque temps, sur notamment est-ce qu'il faut modifier la Constitution parce que des groupes sociaux le demandent. Qui au final est souverain et qui a le droit d'indiquer ou bien le droit de proposer une modification de la Constitution. Dans cet ouvrage, on se rend compte qu'effectivement c'est le peuple qui est souverain, et que si une partie du peuple, ou si le peuple à un moment donné estime que la Constitution ne répond plus à ses aspirations, que la Constitution peut être modifiée, ou bien on peut questionner la Constitution pour progresser, pour aller de l'avant, les représentants du peuple doivent pouvoir écouter ces revendications-là et proposer des modifications, proposer une consultation du peuple pour que la modification ou non ait lieu, parce qu'au final ce sera la majorité qui l'emportera. Donc il y a cette tendance qui est bien évoquée. L'autre tendance, effectivement, c'est ce qui est d'actualité, c'est justement la carence de pensée
le fait que dans notre société aujourd'hui, on estime que le fait de se questionner sur les phénomènes qui nous arrivent soit de trop ou soit inutile. Et on voit bien tout au long de ce travail que l'intellectuel, non pas ventriloque ou exotique, mais ce marginal conscient, doit pouvoir orienter et éclairer l'action publique, travailler avec les acteurs de la décision pour que les décisions qui sont prises soient effectivement éclairées par l'intelligence, par cette poétique de la connaissance. Donc au final, c'est un livre très intéressant que je recommande vivement pour comprendre le Cameroun et l'Afrique en général et pour comprendre comment le Cameroun est arrivé à ce niveau de désastre matériel et moral que Fabien Boussiboulaga décrit tout au long de ce travail et qui est d'actualité.